And my last point, you do not sell your Bitcoin. Thank you. Pendant 6 ans, Michael Saylor a répété la même chose. Never sell your Bitcoin, tout ça, tout ça. La rengaine, on la connaît par cœur. Il s'est positionné lui-même comme le messie de l'invention de Satoshi Nakamoto, celui qui tiendrait contre vents et marées. Et puis, la semaine dernière, ce qui devait arriver arriva. Dans un document réglementaire un peu austère déposé sur les bureaux de la SEC, le marché a appris l'impensable. Strategy a vendu du Bitcoin. Le grand prêtre du hodl vient de briser son propre commandement. Le truc, c'est que la quantité vendue est tellement ridicule qu'en théorie, personne ne devrait en parler. Et pourtant, tout le monde en parle, et surtout, le marché réagit. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi cette vente n'est probablement pas grave du tout, et pourquoi en même temps, elle raconte quelque chose d'un peu inquiétant sur l'état du marché. D'abord, petite pause pour parler du partenaire de cette vidéo. Finst, c'est une plateforme d'échange crypto européenne régulée par l'AMF néerlandaise dans le cadre MiCA, donc on est sur quelque chose de sérieux et de transparent, avec une preuve de réserve publique. Vous y trouverez plus de 340 cryptos, des frais de seulement 0,15% sans spread caché, ce qui en fait mathématiquement l'une des plateformes les moins chères du marché en Europe. Et il y a une bonne nouvelle, l'offre de bienvenue, qui est normalement à 20€, vient de passer à 50€ en Bitcoin, et c'est une exclusivité du journal du coin. Concrètement, vous créez votre compte avec notre code promo, vous tradez au moins 1000€ avant le 30 juin, et vous recevrez 50€ en Bitcoin courant juillet. C'est réservé aux nouveaux clients et ça s'arrête le 30 juin, donc si ça vous intéresse, ne traînez pas trop. Comme d'habitude, je vous mets le lien et le code dans la description, alors n'hésitez pas à aller jeter un œil. Bon, reprenons depuis le début. Le 1er juin, Strategy dépose un formulaire auprès de la SEC, le gendarme de la bourse américaine. C'est un document réglementaire obligatoire, le genre de papier qu'on lit en diagonale normalement. Et dedans, on apprend qu'entre le 26 et le 31 mai, l'entreprise a vendu 32 bitcoins à un prix moyen de 77 100$ l'unité. Ça fait à peine 2,5 millions de dollars. Bon, à peine, on s'entend, hein. Mais faut mettre ce chiffre en perspective. Strategy possède aujourd'hui à peu près 850 000 bitcoins. Vendre 32 BTC là-dessus, ça revient à se séparer de 0,004% de son trésor. Pour vous donner une image, c'est comme si vous aviez 60 000€ sur votre compte et que vous en retiriez 2,30€. C'est tellement minime que ça devrait alerter strictement personne. Mais alors pourquoi ils vendent ? L'argent récupéré va servir à payer les dividendes versés sur les actions préférentielles de la boîte, typiquement le STRC. On est donc sur de la gestion de trésorerie classique, pas sur quelqu'un qui appuie sur le bouton rouge parce qu'il est en train de paniquer. Et il y a un détail aussi que beaucoup ont zappé. Sur la même période exactement, Strategy a aussi levé 128 millions de dollars en vendant des actions ordinaires. Donc d'un côté, il lâche une poignée de BTC, de l'autre, il continue d'accumuler. Sur le fond, l'entreprise, elle reste acheteuse nette sur Bitcoin. Le dernier achat répertorié par les trackers, c'était vers la mi-mai, donc à peine 2 semaines avant cette fameuse vente. Et c'était presque 25 000 bitcoins. Et dernier point et pas des moindres, ils ont vendu en plus-value. Leur prix d'achat moyen tourne autour de 75 700$ pour ces bitcoins. Du coup, avec le prix de vente qui tourne aux alentours des 77 500, ils ont même réalisé un bénéfice sur la vente. Et pourtant, le jour de l'annonce, l'action Strategy a plongé de près de 6% et le bitcoin a reculé dans la foulée jusqu'à son plus bas niveau depuis la mi-avril. Vous avez donc un marché qui réagit comme s'il venait de se passer quelque chose de grave pour une vente qui, sur le papier, ne pèse absolument rien. Et c'est tout le paradoxe de cette histoire. La première chose à comprendre, c'est que cette vente n'a rien d'irrationnel. Au contraire même, et pour le saisir, il faut rentrer une seconde dans la tête de Saylor. Pendant des années, son argument il tenait en une ligne. On n'achète pas pour revendre, on empile et on garde à vie. C'est le hodl absolu. Sauf que cette posture, elle a fini par créer un problème que personne n'avait vu venir. Les agences de notation, ces sociétés qui décident si une entreprise est solide ou non, regardaient le bilan de Strategy et se posaient forcément la question. Ok, ils ont des milliards en bitcoin, mais s'ils vendent jamais, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose ? Un actif qu'on ne peut pas transformer en cash, comptablement, c'est presque un actif mort. Dans le pire des cas, elle le valorisait à 0. C'est précisément là que vendre 32 bitcoins devient une décision intelligente. En se séparant publiquement d'une petite poignée de BTC en plus-value, Strategy prouve une chose toute bête, mais capitale. Sa montagne de bitcoin, là, elle est liquide, elle est réelle et elle a une valeur. Ils peuvent l'utiliser pour lever du cash au prix du marché à n'importe quel moment. C'est une démonstration de force déguisée en vente anodine. Saylor l'a d'ailleurs très bien résumé. Si vous vendez un bitcoin pour en racheter 10, techniquement vous avez vendu, mais économiquement vous venez d'en acheter 9 de plus. Et ensuite, je vous l'ai un peu dit, cette vente elle a rien d'une vente forcée. Et c'est précisément ça la grande peur de fond avec une entreprise aussi exposée que Strategy. Le vrai cauchemar, ce serait le scénario de la spirale infernale. Le marché baisse, les créanciers réclament leur argent, les dividendes doivent être payés et l'entreprise se retrouve obligée de brader son trésor en catastrophe pour rembourser. Ce qui ferait encore plus chuter Bitcoin, ce qui l'obligerait à vendre encore plus et ainsi de suite. C'est ce genre de mécanique qui transforme une baisse en effondrement. Sauf que là, on en est très loin.
La dette de Strategy est étalée dans le temps, et elle s'est financée avant tout en émettant des actions, pas avec de la dette à court terme qu'il faut rembourser demain matin. Et puis Saylor, il est très au courant de ça. Très récemment encore, il a utilisé une grosse partie du cash de la boîte pour rembourser 1,5 milliard de dettes qui étaient dues en 2029. Autrement dit, même avec un cours qui dévisse, personne ne tient un pistolet sur la tempe de Saylor pour le forcer à liquider. Ces 32 bitcoins, c'est un choix de gestion, pas une contrainte. Et un vendeur paniqué, en général, ça prévient pas plusieurs semaines à l'avance comme il l'a fait. Et en plus, ce cash, pour certains, il est pas très utile. C'est de l'argent qui dort, qui ne sert qu'à rassurer les agences de notation et les investisseurs, et qui peut très bien être converti en bitcoin acheté à bas prix. En piochant dedans, l'entreprise fait simplement ce qu'elle juge le plus rentable pour ses actionnaires, plutôt que de garder un matelas qui ne rapporte rien. Maintenant, faut être conscient que ces dollars, ils avaient une prime d'assurance aussi. Avoir des dollars, ça leur permet, comme je vous dis, de rassurer les gens. Bref, si on s'arrête à ce stade, le dossier il est quasiment vide. Une mini-vente réalisée en profit, parfaitement logique, pour une entreprise qui continue d'accumuler à côté. Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que, voilà, quand on prend un peu de hauteur, le tableau devient un peu moins rassurant. Et le premier problème, on l'a un peu évoqué, il est symbolique. Je vous le disais, pendant 6 ans, le Never Sell, c'était pas une simple ligne de conduite, c'était un mantra, l'identité de Strategy, ce qui distinguait Saylor de tous les autres, ce qui galvanisait sa communauté, ce qui faisait que des gens achetaient l'action les yeux fermés. Et tout un pan de ce modèle repose sur la croyance, sur l'élan collectif, sur l'idée qu'on est tous embarqués dans la même aventure, et que personne ne va lâcher. Le jour où le grand capitaine se met à vendre, on ouvre la boîte de Pandore quelque part. La dernière fois que Strategy avait vendu des bitcoins, c'était en décembre 2022, en plein hiver crypto, quelques semaines après l'effondrement de FTX, au moment où le BTC touchait son plus bas de cycle, autour des 18 000 $. Autrement dit, la seule autre fois où ils ont vendu pile au fond du trou. Alors certes, c'était une vente comptable, pas vraiment destinée à renflouer quoi que ce soit, mais quand même. Lorsqu'ils remettent ça aujourd'hui, tout le monde se pose la même question. Est-ce que ça serait pas un signal de bottom ? Et puis ce fameux matelas de cash dont je vous parlais, celui qui sert à payer les dividendes, il y a un autre problème qu'il n'y avait pas en 2022, c'est qu'il est en train de fondre. Il est passé d'environ 1,44 milliard de dollars à 900 millions. En clair, la réserve qui garantit le versement des dividendes a perdu un tiers de sa valeur en quelques mois. Et le souci, c'est que ces dividendes, il faut bien continuer à les payer. Je vous le rappelle, le STRC en ce moment, c'est 11,5% par an. Il va bien falloir régulariser tout ça, et on ne sait pas encore pendant combien de temps ils vont pouvoir le faire. Et puis il y a tout le marché autour, parce que Strategy n'évolue pas dans une bulle. Au moment précis où ils vendent, les ETF Bitcoin enregistrent leur plus longue série de retraites de toute leur histoire. Plus de 10 jours d'affilée d'argent qui sort, plusieurs milliards de dollars envolés. Le robinet institutionnel, celui qui a porté le marché ces 2 dernières années, est en train de se refermer. Le grand public, lui, il a déjà un peu tourné la page, et il s'excite désormais sur les actions liées à l'IA. Et c'est un peu pareil du côté des institutionnels. Aujourd'hui, Strategy affiche la plus grosse perte latente de son histoire, en tout cas sur son stock de Bitcoin. Moins 10,8 milliards de dollars sur l'ensemble de sa position, après 6 ans à empiler du Bitcoin. L'entreprise est dans le rouge d'environ 17%. Et pendant ce temps, le S&P 500, lui, il a plus que doublé sur la même période. L'action Strategy a perdu 77% depuis son record absolu. Alors oui, la vente de 32 BTC, elle s'est faite en profit, mais quand on dézoome sur le tableau d'ensemble, c'est plus tout à fait la même histoire. Ces 32 BTC, au final, c'est pas le problème, c'est le symptôme. La vente, la réserve qui se vide, les ETF qui saignent, ce sont 3 manifestations différentes d'un seul et même phénomène. Tout le modèle de Strategy repose sur une mécanique particulière. L'action vaut plus cher que le Bitcoin qu'elle contient, ce qui permet d'émettre de nouvelles actions pour racheter du Bitcoin, ce qui entretient la prime. Mais cette mécanique, elle a besoin de 2 choses pour tourner, de l'élan et des marchés de capitaux grands ouverts. Le jour où Bitcoin baisse et où la prime se comprime, le moteur commence à tousser. Et c'est précisément ce qu'on est en train de regarder. Mais cette vente raconte aussi autre chose de plus profond et qui passe largement sous le radar. Strategy est en train de devenir une autre entreprise, tout simplement. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler un petit peu, mais pendant des années, le pitch était limpide. Vous achetez de l'action, vous vous exposez au Bitcoin avec un effet de levier, point final. Vous aviez un gros tas de BTC d'un côté et une action qui le suit de l'autre. Aujourd'hui, l'obsession de Saylor, elle a changé de nature. Ce qu'il veut désormais, c'est faire de ses produits financiers, donc ces fameuses actions préférentielles, le meilleur instrument de crédit du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. L'idée, c'est de transformer leur BTC en une véritable machine à rendement. Les investisseurs viennent chercher du yield, et cet afflux d'argent permet à Strategy d'empiler du BTC plus vite que s'ils se contentaient d'acheter et de conserver. Sur le papier, c'est malin. Si ça marche, vous obtenez un moteur qui s'auto-alimente, qui fait grimper le Bitcoin par action grâce à la demande de crédit, et plus seulement en diluant les actionnaires existants.
Le problème, c'est que ça change complètement le profil de risque de l'entreprise. Avant, vous aviez un pari sur le Bitcoin risqué, certes, mais lisible. Maintenant, vous avez une boîte avec des obligations de dividendes à honorer, de la dette à refinancer, des engagements récurrents qui tombent à échéance, et tout ça dépend d'une seule condition, que les marchés de capitaux restent grands ouverts et que la demande pour du rendement reste forte. Le jour où Bitcoin décide de stagner ou de baisser un peu trop longtemps ou un peu trop profondément, ça risque de devenir plus compliqué. Et le tout, c'est de savoir à quel moment on arrive au point de non-retour. Et ça, c'est difficile à dire, et de toute façon, si on le savait, il n'y aurait pas autant de bruit autour de Strategy. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que Saylor était à 10 milliards de pertes latentes environ, vous vous souvenez? Et regardez cette une qui date des années 2000, en plein milieu de la bulle des dot-com. Ouais, c'est tonton Saylor qui était déjà en train de perdre des milliards. Et devinez quoi, 6 milliards de dollars à l'époque, ça représente à peu près 10 milliards de dollars d'aujourd'hui. Sacrée coïncidence quand même. Certains verront une répétition de l'histoire, d'autres se diront que le mec est déjà passé par là, et qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a la force de l'expérience, en quelque sorte. Bon, au final, ces 32 bitcoins en eux-mêmes, ils valent rien, c'est une goutte d'eau vendue en profit pour une raison parfaitement rationnelle. Si vous avez du bitcoin, c'est très clairement pas cette vente-là qui doit vous empêcher de dormir. Mais forcément, ce genre de move, ça fait se poser pas mal de questions, et on le voit bien, le marché a vraiment pas mal dévissé. Alors c'est pas que à cause de ça non plus, mais ça a indéniablement participé. L'époque où Strategy ressemblait à un bug dans la matrice, à une machine à imprimer de l'argent qui ne pouvait que monter, elle touche à sa fin. La partie facile de l'histoire, la montée verticale, l'euphorie, le récit imbattable, tout ça c'est probablement derrière nous. Reste maintenant la partie compliquée, survivre. Et si Saylor survit à ce bear market sans drama majeur, ça risque d'être très intéressant à observer. Strategy a été conçue pour être à l'épreuve du feu, et là elle commence à entrer dans l'incendie. Si ça tient, on aura affaire à un modèle éprouvé et ça renforcera d'autant plus la narrative. On dit souvent que Bitcoin est antifragile, qu'il se renforce au fur et à mesure du temps, des crises et tout ça. En un sens, le modèle de Strategy c'est un peu pareil. Quiconque adopte Bitcoin s'approprie peut-être certaines de ses caractéristiques quelque part. Alors on verra où tout ça va nous emmener, et évidemment on va suivre tout ça pour vous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume l'actualité crypto en direct et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps au quotidien. Alors rejoignez-nous. N'hésitez pas non plus à aller profiter des offres promo de Finst, c'est 50 € en Bitcoin offert, donc ça vaut le coup. Et aussi, pensez à aller voir du côté de SteadyLads. Kara, l'analyste du journal du coin, est au cœur de la tempête lui aussi. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Saylor et si vous pensez que Strategy va survivre à tout ça, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.